Bonjour et bienvenue dans ce numéro 45 de ma revue d'activité parlementaire. Dans ce dernier numéro de la session, nous faisons une rétrospective sur les moments forts qui ont marqué notre activité et nos interventions tout au long de l'année 2019 et 2020. Le premier moment sur lequel je voulais revenir, c'est bien sûr l'extraordinaire mobilisation contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Depuis 3 ans, en fait, nous avons un gouvernement qui passe son temps à mener des attaques antisociales, anti-écologiques et antidémocratiques contre la population. Et heureusement, il y a des mobilisations et parmi ces mobilisations, celle contre la réforme des retraites, je crois, a symbolisé en fait le ras-le-bol général face à une vision du monde promue par le gouvernement Macron. Cette vision du monde où on surexploite les salariés tout au long de la vie et jusqu'au bout, même au moment où tous et toutes devrions pouvoir bénéficier du dur labeur de plusieurs années, de décennies et pouvoir profiter un peu de la vie dans les dernières années de retraite. C'est vraiment un héritage en fait du mouvement ouvrier que de pouvoir réduire le temps de travail dans la semaine, dans le mois et dans la vie. C'est un progrès social qui est remis en cause par cette réforme. Et ce qu'on a vu au cours des mois de mobilisation, c'est tous les secteurs en fait professionnels, que ce soit des éboueurs et des éboueuses jusqu'aux danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris, en passant par des avocats et avocates qui se sont mobilisés parce que cette réforme-là, elle touche vraiment au cœur de ce qu'est à la fois l'engagement professionnel, la fierté de faire des métiers parfois très très durs, mais qui sont essentiels au fonctionnement de l'existence, et puis le ras-le-bol et la résistance face à ces attaques sans cesse menées par les gouvernements néolibéraux. Et c'est cette mobilisation qui a permis que nous, à l'Assemblée nationale, nous menions cette bataille qui a mis un coup d'arrêt au projet législatif. Pour le moment, il est arrêté parce qu'il y a eu cette mobilisation et parce qu'ensuite il y a eu la période de crise sanitaire. Mais il faut rester vigilant et vigilante pour que le projet soit définitivement abandonné. Le nouvel gouvernement essaie de le refaire passer par la fenêtre et il va falloir être dans les prochains mois, à partir de septembre, très attentif et attentive. En tout cas, nous le serons à l'Assemblée nationale pour continuer la bataille que nous avons menée et qui a permis, avec la mobilisation, que ce projet de réforme ne voit pas le jour. Alors cette année 2020 a été marquée en France, en Europe et dans le reste du monde par la crise sanitaire de la Covid-19. Cette crise, elle a mis à nu, je crois, en fait, les faillites, les faiblesses du système économique actuel, anti-écologique, qui participe à la déforestation, qui participe à la propagation de ce type de virus dans le reste du monde. Et elle a mis aussi en valeur quelles devaient être les priorités. La mobilisation collective des soignants et des soignantes, c'est ce qui nous a permis de faire face au choc sanitaire. C'est aussi la mobilisation des citoyens et des citoyennes qui ont constituer en fait la principale réponse à la crise à travers le confinement qui a été pris en charge par la population. Tout ça nous a aussi et devrait nous avoir fait prendre conscience de ce que devraient être les priorités pour notre société, c'est-à-dire le bien commun, la protection de tous et de toutes, le soin apporté à autrui, aux autres et à nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est une des leçons fortes du moment dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes toujours dans le moment de vigilance sanitaire. La crise n'est pas terminée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a appris, elle nous a rappelé quelles devaient être les priorités, quelles étaient, y compris les professions essentielles, non seulement dans la santé, les soignants et les soignantes, dans l'hôpital, l'ensemble de l'hôpital public, mais également dans le secteur alimentaire, des caissiers, des caissières, les personnels de ménage, tous ces emplois souvent méprisés, souvent ignorés, invisibilisés, qui ont en fait été essentiels à notre survie au quotidien. Et c'est avec ça en tête qu'à la France Insoumise, pendant cette période, nous avons travaillé à faire des propositions pour préparer le déconfinement sanitaire, pour faire face à l'urgence économique et sociale dont nous savons qu'aujourd'hui, ce sont les salariés, ce sont les plus précaires, ce sont les classes moyennes qui vont en être les victimes. Et nous avons les moyens, nous devons nous donner les moyens de pouvoir y répondre, de protéger sanitairement, socialement et économiquement l'ensemble de la population.
En tous les cas, c'est ce que nous proposons avec l'ensemble des plans de déconfinement que nous avons fait, les mesures d'urgence. Et je crois que ce qui reste de cette période et ce qui doit rester et être notre boussole, c'est encore une fois, c'est par la mobilisation collective, la solidarité et l'entraide que nous pourrons faire face en tant que société, face à l'adversité, face aux prochaines crises, parce que nous savons qu'elles vont de nouveau avoir lieu. Et je crois que la mobilisation des soignants et des soignantes, qui déjà avant la crise interpellaient sur la casse de l'hôpital public, sur la remise en cause de leur métier par les choix budgétaires qui étaient faits et qui continuent à être faits par ce gouvernement, ces soignants et ces soignantes que nous avons applaudis chaque soir et que nous devons continuer à soutenir alors qu'elles et ils se mobilisent face au gouvernement pour obtenir de meilleures conditions de travail, pour que les lits fermés, les services fermés soient réouverts et pour que nous puissions faire face aux besoins sanitaires pour l'ensemble de la population. Je crois que c'est pour moi ce qui ressort le plus en fait de cette dernière période, cette inspiration, cette reconnaissance et cette détermination à continuer la bataille sur tous les fronts sanitaires, sociaux, économiques et écologiques. Alors au cours de cette année, il y a eu énormément de mobilisations, y compris malgré les restrictions dues au contexte sanitaire. Et on a vu que ce soit les soignants qui se sont remis à se mobiliser, que ce soit la solidarité envers les personnes migrantes, et puis aussi la jeunesse qui depuis plusieurs mois maintenant est mobilisée pour le climat, pour qu'il y ait une prise de conscience des gouvernements sur cette question plus largement de la crise écologique. Et puis la jeunesse qui s'est mobilisée contre le racisme, contre les violences policières, pour l'égalité des droits et la justice de manière mondiale, de manière internationale, et puis aussi en France, dans notre propre pays, face aux injustices et aux discriminations. Cette mobilisation large qui a rassemblé des milliers de personnes avec autour de revendications d'égalité est particulièrement importante dans un contexte où il y a un recul général des droits et des libertés, il y a un durcissement aujourd'hui du pouvoir politique et c'est une source d'espoir et d'inspiration que de voir malgré tout les mouvements sociaux qui continuent, la jeunesse qui est en pointe sur cette question. Alors cette année, en plus d'avoir été aux côtés de celles et ceux qui luttent dans les mobilisations, en avoir relayé les revendications et les appels, nous avons aussi beaucoup travaillé à formuler des propositions. À l'occasion de notre journée d'initiative parlementaire, le 4 juin dernier, nous avons ainsi présenté un certain nombre de textes pour répondre à l'urgence sociale et sanitaire, mais aussi pour poser les bases de perspectives d'avenir. Et c'est notamment à propos de cela que je voulais revenir sur la proposition de résolution pour une bifurcation écologique et solidaire que j'ai portée avec ma collègue Mathilde Panot et qui trace en fait les grandes lignes de la stratégie de la France insoumise, qui part du constat en fait de l'urgence d'un changement de paradigme, de l'urgence d'une transformation profonde de notre système de production, d'échange, de communication pour faire face au changement climatique. Ce travail s'est appuyé sur une série d'auditions larges que nous avons menées avec des scientifiques, des syndicalistes, des associations. Il s'est appuyé également bien sûr sur les revendications portées dans les mobilisations sociales et écologiques, celles de la jeunesse en lutte face au changement climatique, celles des mouvements écologistes, mais aussi celles par exemple des gilets jaunes où la question des fins du monde et de la fin du monde et des fins du mois était inextricablement liée, et l'enjeu d'articuler justice sociale et justice environnementale posé comme il ne l'a jamais été de manière massive par ce mouvement. Et donc c'est le sens de notre proposition de résolution qui donne les grandes lignes et qui appelle justement à mettre tout en œuvre en termes de mobilisation sociale, mais aussi de programmes politiques pour permettre la bifurcation de l'ensemble de notre société et pour aller vers les jours heureux.
Bonjour à toutes et tous. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez le mieux possible après cette période très particulière que nous avons vécue. Donc dans cette séquence de l'EMD qui est consacrée à la circonscription, je vais vous parler des différentes initiatives qui ont eu lieu dans le cadre du déconfinement et pour préparer notamment la période estivale. Alors tout d'abord, et de façon très régulière, les mairies du 18e et du 19e arrondissement ont organisé des séances de dépistage gratuits au Covid-19 en partenariat avec l'Agence régionale de santé, l'ARS Île-de-France, la Caisse primaire d'assurance maladie et la ville de Paris. Donc ces dispositifs de dépistage gratuit au Covid ont été mis en place via un laboratoire itinérant qui se déplaçait dans différents quartiers de la circonscription, notamment les quartiers du 18e et du 19e, spécifiquement parce qu'ils ont été très durement, et le sont toujours, très durement touchés par la crise du Covid. Il y a également des initiatives qui ont été mises en place par la LDH, donc la Ligue des droits de l'homme de Paris 18e, et notamment je pense à la permanence spéciale amende Covid-19. Donc c'est une permanence qui est mise en place et qui est accompagnée par des avocates et des avocats et qui permettent aux habitants de la circonscription d'avoir un accompagnement et une aide juridictionnelle pour le fait qu'ils aient été touchés par des amendes dans le cadre des dispositifs spéciaux qui ont été mis en place pendant le confinement. Donc cette permanence est toujours joignable à l'adresse mail confinement@ouvaton.org. Donc vous pouvez les contacter pour ce type de demande. Il y a également les bibliothèques qui ont réouvert dans la circonscription et il y a eu la mise en place des bibliothèques hors les murs qui a été proposée notamment avec la mairie du 18e arrondissement. Donc c'est des instants de partage où vous pouvez aller, notamment au square Clignancourt, sur l'esplanade Nathalie Sarraute ou au square Léon, où vous pouvez, les habitants de la circonscription peuvent partager des moments de lecture ensoleillés et profiter des espaces verts, surtout après cette période difficile. Toujours dans cet esprit d'extérieur et d'espace ouvert au public, il y a également les deux fermes urbaines, la petite ferme de la Goutte d'Or et la ferme du jardin d'Éole, qui sont gérées par les fermes d'espoir et qui proposent à toute personne, petits et grands, d'avoir un instant de partage avec les animaux. Donc vous pouvez y aller, elles sont ouvertes en permanence, tous les jours de l'année, pour pouvoir avoir un moment d'immersion et d'observation avec les animaux. C'est une façon pour les organisateurs, donc les fermes d'espoir, de sensibiliser la population à la nature et au respect de la biodiversité, tout simplement au développement durable. Enfin, et comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a de nombreuses initiatives d'associations dans la circonscription, notamment dans le 18e. Vous pouvez voir derrière moi des associations qui se sont mobilisées, notamment avec la Goutte d'Or, pour proposer pendant la période estivale et notamment au mois de juillet, tout un tas d'activités extérieures aux enfants. Donc là, vous voyez que c'est de l'escalade. Il y a aussi des balades à vélo, des coins de partage pour des pique-niques tout en convivialité. Voilà. Et également dans le 19e arrondissement, le centre social et culturel de Rosa Parks propose pendant tout le mois d'août des activités dans l'espace public, en plein air, également des balades à vélo, mais également tout un tas d'activités qui plairont aux plus grands et aux plus petits. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est ouvert à toutes et tous. Ce sera fini pour cette séquence de l'EMD et nous on se retrouve à la rentrée en septembre pour de nouvelles aventures avec Daniel Obono et l'ensemble du cabinet. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous parler d'un des événements marquants de cette année assez particulière qu'on vient de vivre, cette année parlementaire et aussi sociale, on a choisi de venir ici à Stalingrad devant deux décollages féministes dont il y a beaucoup d'exemplaires dans le quartier et que vous avez pu voir sur les murs de vos villes depuis les derniers temps, pour vous parler de choses qui ont été importantes pour traverser cette période et qui le seront par le futur, du courage, de la résistance et des luttes.
Je voudrais vous parler de courage, de résistance et de lutte et des femmes qui nous ont inspiré ces sentiments et de ce qu'on a modestement essayé de faire dans le cabinet de Daniel Obono pour soutenir ce courage, ces résistances et ces luttes. Ces collages, quand on traversait la ville de Paris confinée, quand tout le monde était enfermé chez soi, quand la ville était déserte et qu'on se rendait quelque part, ces collages sur les murs rappelaient la vague extraordinaire de lutte qu'il y avait eu juste avant, en fait, si vous vous souvenez, le confinement. Cette vague de lutte qui est une vague de fond qui remonte à loin, mais qui avait eu comme protagoniste dans les derniers mois, avant que la crise du Covid explose, les luttes des femmes précarisées et particulièrement marginalisées, que sont les femmes de ménage de Honnête, de Parc Hayat et d'Ibis Batignolles, que Daniel Obono a soutenu à plusieurs reprises. Le courage, ça avait été aussi juste avant le confinement. Le courage de femmes comme Aïssa Maïga, qui pendant la cérémonie des Césars s'était levée et avait dénoncé le racisme dans le milieu du cinéma. Le courage d'Adèle Haenel, qui s'était levée dans la cérémonie au moment où le César du meilleur réalisateur était donné à Polanski, accusé de pédocriminalité par plusieurs femmes et de pédocriminalité et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, et qui ont rejoint toutes les deux les femmes qui protestaient devant la cérémonie. Il y a le courage, celui d'Adèle Haenel, de Aïssa Maïga, de femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles, de toutes ces personnes qui défoncent les murs du silence patriarcal depuis bien longtemps, de celles qui encore, en réaction au César de la honte, ont dénoncé les violences subies étant enfant sous le mot dièse « je suis victime ». Il y a le courage. C'est un geste de main et des mots qu'on lit sur les lèvres, c'est une prise de parole qui fige une assemblée, ce sont les manifestations, des collages, des dépôts de plaintes, en hausse de 42%. C'est regarder un monde minable en face et lui tourner le dos. Et puis il y a les réactions des dominants et dominantes et leurs réponses, de la salle Playel à Matignon. Honteuses, indignes, décidément pas à la hauteur, carrément en dessous tout. En récompensant par des prix à l'artiste, pas aux pédocriminels bien sûr, en refusant de mettre les moyens humains et financiers nécessaires. Il faut au bas mot 1 milliard, là, maintenant, pas étalé sur plusieurs années en autorisation d'engagement. Pour les 130 000 filles et 35 000 garçons qui subissent chaque année des viols et tentatives de viol. Il faut 1 milliard, pas pour faire de la com ou en récupérant 830 millions dans les budgets de l'aide au développement ou de la solidarité. Parce que 65% des femmes tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires avaient déposé plainte. Pour les survivantes, celles qui parviendront à franchir la porte d'un commissariat, pour qu'elles soient correctement reçues et écoutées, pour garantir qu'elles soient hébergées et donc qu'elles puissent quitter leur domicile, pour un suivi social et psychologique, pour des juges et des enquêteurs et enquêtrices spécialement formés, des travailleurs et travailleuses sociales, des infirmiers et des infirmières. 1 milliard, au bas mot, rien que pour une politique de lutte contre les violences sexuelles un tant soit peu conséquente. Monsieur le Premier ministre, où est-il ce milliard ? Juste après, il y avait eu la magnifique manifestation du 8 mars à laquelle on avait participé. C'est ce mouvement et ces luttes auxquelles la crise du Covid avait semblé mettre un terme en nous enfermant toutes et tous chez nous. Pendant la crise, en fait, les femmes ont encore été en première ligne. On l'a souvent dit, elles ont été en première ligne parce qu'elles font partie des métiers qui ont continué pendant le confinement. Elles sont la plupart des soignantes, des aides à domicile, des femmes de ménage, des caissières. De lutte, de courage et de résistance, il va y en avoir besoin, car quel est le seul signal du gouvernement face à la vague MeToo, face à ces luttes et face à ce qui devait être la grande cause du quinquennat, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, de mettre au ministère de l'Intérieur M. Darmanin, qui est accusé de violences sexuelles, et de mettre au ministère de la Justice M. Dupond-Moretti, dont on a entendu les propos pour le moins minimisants sur l'état des violences et des violences sexuelles contre les femmes, et des propos un peu méprisants sur ce qu'a été le mouvement féministe. De notre côté aussi, le signal est clair, vous ne confinerez pas nos luttes, le combat continue. En attendant, j'espère que vous pourrez vous reposer un peu pendant l'été pour reprendre de plus belle à la rentrée. Merci de nous avoir soutenus jusqu'ici et on se retrouve à la rentrée pour la suite du cours. On n'est plus dans la prévention, ici ça ne respecte rien, donc on met des amendes. Cette citation elle est tirée d'un article de Street Press qui est paru pendant le confinement et au sujet des contrôles de police très fréquents et qui se concentraient notamment autour d'un supermarché halal et qui visait non seulement des personnes souvent racisées, mais également qui étaient couplées de contrôle d'identité au fondement juridique questionnable. Pendant longtemps, en France, vis-à-vis des discriminations systémiques que vivent les personnes racisées, c'est-à-dire des personnes qui, du fait de la manière dont elles sont perçues, subissent le racisme systémique, il n'y avait pas d'institution constitutionnelle pour traiter à bras-le-corps de ce sujet. Ça a changé à partir donc
de 2008 et surtout de 2009. 2008 étant la révision constitutionnelle qui permet la création du défenseur des droits et 2011 étant la date de la création de l'institution du défenseur des droits. Cette institution elle a été incarnée notamment avec l'arrivée de Jacques Toubon en 2014 et malgré le fait que pendant longtemps, au moment de sa nomination, les personnes étaient plutôt dubitatives, notamment les personnes de gauche, Jacques Toubon a rempli avec honneur le mandat qui lui a été assigné. Il a notamment pris la question des discriminations très au sérieux et a produit plusieurs rapports qui mettaient en exergue, donc un en 2016, la question des contrôles discriminants, où il a montré qu'une personne qui était, les garçons, les hommes perçus comme noirs et arabes avaient 20 fois plus de chances d'être contrôlés que des hommes perçus comme blancs. Donc il n'y avait aucune institution constitutionnelle avant qui avait pris en compte et reconnu l'existence systémique des contrôles discriminants avant ce rapport-là de 2016. En 2019, il a fait un rapport sur les violences institutionnelles à l'encontre des enfants. Tous les ans, un rapport prenait en compte dans sa méthode d'analyse la question intersectionnelle, c'est-à-dire le croisement des discriminations. Ça non plus, ça n'avait jamais été fait en France. Et dans son dernier rapport, en 2020, il s'est concentré justement sur les discriminations dites liées aux origines, c'est-à-dire souvent ce qu'on appellerait les discriminations raciales, c'est-à-dire les discriminations qui sont liées à l'origine réelle ou supposée des personnes dans la rue. Et il a montré également les défaillances systémiques des pouvoirs publics dans leur politique, dans la lutte de ces discriminations. Donc travail exemplaire, malheureusement le défenseur des droits il manque de moyens, cruellement, des moyens matériels et humains. Donc il y a 450 personnes qui travaillent pour le défenseur des droits à Paris. C'est rien du tout en réalité. Et il n'a pas les compétences nécessaires. Dans toutes les recommandations qu'il a fait concernant les agissements de la police, aucune de ces recommandations n'a été suivie. Aucune de ces recommandations n'a été suivie. Donc 0%. C'est vous dire la distance qu'il y a entre la personne qui est censée contrôler et garantir le respect de l'égalité des droits et l'institution de la police française aujourd'hui. Et il n'a aucun pouvoir de sanction. Donc on est devant le commissariat du 18e qui a fait plusieurs fois l'objet d'articles dénonçant des bavures policières. Et le défenseur des droits a également en 2020 parler de racisme systémique, pas pour ce commissariat-là, pour un autre commissariat de Paris, le commissariat du 12e. Cette reconnaissance-là, on aimerait qu'elle soit prise en compte non seulement par le défenseur des droits, dont on a montré qu'il avait malheureusement, au-delà des constats, peu de moyens d'action, mais aussi par le ministère de l'Intérieur, le ministère chargé de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le ministère de la Justice, le ministère de l'Emploi, le ministère au Logement, en réalité, donc des ministères qui ont des pouvoirs d'action. Et donc on souhaite à Jacques Toubon un bon départ et à la nouvelle défenseur des droits une très belle entrée en mission. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'hôpital Lariboisière devant les urgences à Paris pour parler de la situation de l'hôpital public. Pour rappel, au début de l'année 2019, les services d'urgence se sont massivement mis en grève partout en France, une mobilisation historique, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et d'accueil des patients. Cette mobilisation, elle vient après plus de 20 ans de politique d'austérité à l'hôpital, de coupes budgétaires et de réorganisation technocratique. Les collectifs de paramédicaux, donc les infirmières et les aides-soignantes, qu'on a applaudis tous les soirs à 20h, ont notamment été exclus de la table des négociations du Ségur de la santé, ce qui n'est pas très bon signe. Pour ce qui est de l'accord en lui-même, alors oui, il y a eu une augmentation de salaire qui a été actée, mais elle est très en dessous des revendications minimales des collectifs, qui devaient simplement ramener les soignants et les soignantes à la moyenne de la rémunération dans les pays de l'OCDE. Juste ça, les ramener à la moyenne. Et cette hausse des salaires, elle se fait aussi au prix de nettes concessions sur le temps de travail des soignants. Mais surtout avec ce Ségur de la santé, on voit qu'il n'y a pas de changement de cap, qu'on reste dans les politiques habituelles et par exemple, il n'y a aucune garantie sur les fermetures de lits, de services, voire même d'établissements. Par exemple, dans le nord de Paris, la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon est maintenue, donc au sein de l'hôpital Nord qui sera à Saint-Ouen. Et cette fusion des deux hôpitaux, elle fera perdre au nord de Paris plus de 400 lits, 35% à peu près
des lits que comptaient les 2 hôpitaux quand ils étaient séparés. En septembre dernier, pendant la grève, on avait pris contact, Daniel avait pris contact avec le collectif Interurgence et on avait visité les urgences de l'hôpital Lariboisière. Et les soignants nous avaient montré à cette occasion les services surchargés, les gens qui passent la nuit sur des brancards faute de place, dans les couloirs, les très nombreuses heures d'attente, la violence parfois des patients et par exemple les protocoles de sécurité qui sont absolument intenables faute de personnel. On a également visité les urgences de la maternité où on a vu de quelle manière étaient accueillies les femmes en situation de très grande précarité. On a vu 5 femmes dans une petite pièce de 10 mètres carrés qui dormaient à même le sol avec leur bébé, donc à 5 à même le sol avec leur bébé, sans nourriture, sans soins, sans accès à une douche, à des sanitaires fournis par l'hôpital et remises à la rue au bout d'un mois, au bout du premier mois du bébé. Donc voilà à quoi nous mènent les politiques d'austérité dans l'hôpital aujourd'hui, des conditions d'accueil absolument indignes pour les plus précaires d'entre nous. Mais encore une fois, avec la nomination de Jean Castex et de Roselyne Bachelot au gouvernement, qui sont tous les deux des artisans de la casse de l'hôpital public, notamment avec la T2A, la tarification à l'activité, qui a vraiment grandement contribué à cette casse, on se permet de douter des intentions du gouvernement. Mais on reste vigilant. Le prochain budget de l'État et le prochain budget de la sécurité sociale sont attendus pour l'automne. Donc on sera là avec les propositions de la France Insoumise et notamment un contre-budget comme chaque année, qui portera en partie sur l'hôpital public. D'ici là, l'Assemblée nationale fait une pause, mais on se retrouve en septembre pour une nouvelle session parlementaire. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. Alors voilà quelques-uns des moments sur lesquels je souhaitais revenir dans cette revue d'activité parlementaire. Il y aurait tellement de choses à rappeler, à se remémorer de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons défendu au cours de cette session. Mais je vous renvoie aux épisodes précédents de notre revue d'activité où vous reverrez justement le travail plus en détail que nous avons fait. Et j'espère que vous aurez l'occasion cet été de pouvoir vous reposer parce qu'à la rentrée, en septembre, il va falloir à nouveau se mobiliser face à ce qui nous attend et puis surtout pour construire l'alternative. Merci à vous, j'espère que cette revue vous a été utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à mettre des pouces bleus si c'est le cas et puis à la diffuser autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois après la pause estivale. Je vous souhaite de pouvoir vous reposer, de pouvoir profiter de vos proches et on vous donne tous et toutes de l'équipe rendez-vous à partir de septembre. Merci à vous et à bientôt.